Je voudrais maintenant qu'on accueille quelqu'un qui sort tout juste d'atelier, parce qu'en fait, vous savez qu'ici, il y a des ateliers, donc il y a des gens qui sont venus pour le plateau radio, c'est un plateau live, c'est un projet qui est assez fou et assez unique en son genre. Mais du coup, je voudrais qu'on se raconte une belle histoire, et je voudrais accueillir quelqu'un qui va vous raconter une histoire. On se prend quoi? On se prend 5-10 minutes pour une histoire. Vas-y, installe-toi. Je vais te laisser te présenter. C'est un peu la pochette surprise de cet après-midi. Et merci beaucoup d'être passé. C'était un peu improvisé. Et non, c'est bien normal. Alors, je te laisse te présenter et présenter ton association. Je m'appelle Ouourou Chérif. Ouais. Je suis béninois. Je suis venu étudier en France, à la fac de Reims. Mon association, c'est l'Union Rémois des étudiants africains. Nos objectifs sont exclusivement la promotion de la culture africaine dans tous les domaines qui la composent et aussi sur le plan intellectuel. On essaie aussi de promouvoir aussi l'intellect africain à travers la littérature et les livres écrits par des savants ou enfin des intellectuels africains dans ce sens. On essaie de ne pas s'axer uniquement sur la culture et de montrer aussi certains livres, certains grands auteurs que l'Afrique connaît et a connus. Et justement, aujourd'hui, là, tu as présenté des contes africains. Tu as présenté des contes, des histoires, quoi. Oui, tout à l'heure, j'ai animé un atelier de lecture de contes africains pendant ce WEAC, il y a à peine 1 heure. Donc, j'ai présenté certains contes africains, de certains auteurs africains. Parce que quand je parlais tout à l'heure de promouvoir l'intellect africain, en parlant de promotion de l'intellect africain, ça passe d'abord par la littérature. Et parler de la littérature africaine, ça veut dire qu'il faut parler de sa source, qui est d'abord une littérature orale, en cela qu'on retrouve les contes. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait montrer aux gens et aux étudiants qu'on fréquente tous les jours l'importance de ces contes dans l'histoire de l'Afrique. Est-ce que tu peux nous en raconter un? Nous en lire un? Oui, je veux bien. Allez. D'accord. Donc c'est un conte africain qui va être raconté par Chérif, qui n'est pas un groupe. Je vais lire un conte intitulé... je vais commencer par présenter le bouquin. C'est celui d'un auteur sénégalais qu'on appelle Birago Diop, qui a réussi à mettre par écrit les contes que lui récitait le griot de sa famille. Le griot, c'est très connu dans la culture sénégalaise. La plupart des familles avaient un griot. En même temps, c'était un esclave, mais ce n'était pas un esclave parce qu'il était là pour essayer de perpétuer les traditions et la mémoire de toutes les familles. Donc, cet auteur, il a réussi à mettre certains de ses contes dans un bouquin intitulé « Les contes d'Amadou Koumba ». Donc, de ce trouvaille, je vais essayer de lire un conte dont le titre, c'est « Vérité et mensonge ». Après ça, je vais essayer de dire la morale à tirer de ce conte, parce que les contes en Afrique, c'est généralement pour ça. Après la lecture du conte, on tire une morale, ce qui permet à l'enfant de s'éduquer et de s'édifier dans la vie. Ouais, comme les contes qu'on avait ici, c'était un peu le même. C'est l'objectif des contes en général, de toute façon. Pas vraiment comme Cendrillon et puis ça. Non, mais ça c'est autre chose. Ça. C'est clair. Juste pour rigoler. Allez. Vérité et mensonge. Fène le mensonge avait grandi et appris beaucoup de choses. Il en ignorait beaucoup d'autres encore, notamment que l'homme et la femme encore moins ne ressemblaient en rien au bon Dieu. Aussi se trouvait-il vexé et se considérait-il comme sacrifié chaque fois qu'il entendait dire « Le bon Dieu aime la vérité ». Et il l'entendait souvent. D'aucuns disaient bien sûr que rien ne ressemble davantage à une vérité qu'un mensonge. Mais le plus grand nombre affirmait que la vérité et le mensonge étaient comme la nuit et le jour. Voilà pourquoi le jour où il partit en voyage avec Doug, la vérité, Fène le mensonge dit à sa compagne de route « C'est toi que Dieu aime, c'est toi que les gens préfèrent sans doute. C'est donc à toi de parler partout où nous nous présenterons. Car si l'on me reconnaissait, nous serions mal reçus. » Il partit de bon matin et marchait longtemps. Au milieu du jour, ils entraient dans la première maison du village qu'ils atteignirent.
Il leur fallut demander à boire, après qu'ils eurent salué dans une calebasse dont la propreté n'était pas dans plus certaine, la maîtresse de maison leur donna de l'eau tiède à faire vomir une autruche. De manger, il ne fut point question. Cependant, une marmite pleine de riz bouillait à l'entrée de la case. Les voyageurs s'étendirent à l'ombre du baobab, au milieu de la cour, et attendirent le bon Dieu, c'est-à-dire la chance et le retour du maître. Celui-ci arriva au crépuscule et demanda à manger, pour lui et pour les étrangers. Je n'ai encore rien de prêt, dit la femme qui n'avait pu, elle, à elle seule, avaler tout le contenu de la marmite. Le mari entra dans une colère, non pas tant pour lui, qui cependant avait grand faim, ayant travaillé toute la journée durant au grand soleil des champs, mais à cause de ces hôtes inconnus qu'il n'avait pu honorer, et qu'on avait laissé le ventre vide. Il demanda, « Est-ce là le fait d'une bonne épouse ? Est-ce là le fait d'une femme généreuse ? Est-ce là une bonne ménagère ?» Faites le mensonge prudent et comme convenu, ne dit pas un mot, mais Deug, la vérité ne pouvait pas se taire. Elle dit sincèrement qu'une femme digne du nom de maîtresse de maison aurait dû être plus accueillante pour des étrangers et devait toujours avoir tout préparé pour le retour de son époux. Alors la femme se mit dans une colère folle et menaçant d'ameuter tout le village, intima à son mari l'ordre de mettre à la porte ces étrangers impertinents qui s'occupaient de son ménage et se mêlaient de donner des conseils, sans quoi elle s'en retournait sur l'heure chez ses parents. Force fut au pauvre mari qui ne se voyait pas sans femme et sans cuisine du fait de 2 étrangers, de 2 passants qu'il n'avait jamais vus, qu'il ne verrait peut-être jamais plus de sa vie, de dire aux voyageurs de continuer leur chemin. Oubliait-il donc ces voyageurs mal appris que la vie n'était pas du couscous, mais qu'elle avait besoin cependant d'émolir? Avait-il besoin de dire aussi crûment les choses? Fen et Deug continuaient donc leur voyage qui avait si mal commencé. Ils marchaient encore longtemps et arrivaient dans un village, à l'entrée duquel ils trouvaient des enfants occupés à débiter un taureau bien gras qu'ils venaient d'abattre. En entrant dans la maison du chef de village, ils y virent des enfants qui disaient à celui-ci « Voici ta part », en lui présentant la tête et les pieds de l'animal. Or, depuis toujours, depuis Diane Diaye, dans tous les villages habités par les hommes, c'est le chef qui donne ou qui fait donner à chacun sa part et qui choisit la sienne, la meilleure. Qui pensez-vous donc commande dans ce village ? Demanda le chef aux voyageurs. Prudemment, Fen, le mensonge, garda le silence et n'ouvrit pas la bouche. Et Deug, la vérité, fut bien obligée, comme convenu, de donner son avis. Selon toute apparence, dit-elle, ce sont ses enfants. Vous êtes des insolents, dit le vieillard en courroux. Sortez de ce village, partez, partez, tout de suite, sans quoi vous n'en sortirez plus. Allez-vous-en, allez-vous-en. Et les voyageurs malchanceux continuèrent leur chemin. En route, Fen dit à Deug, les résultats ne sont pas bien brillants jusqu'ici. Et je ne sais pas s'ils seront meilleurs si je continue à te laisser plus longtemps le soin de nos affaires. Aussi, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de nous deux. Je commence à croire que si tu plais au bon Dieu, les hommes ne t'apprécient pas en outre. Ignorant comment ils seraient reçus au village dont ils s'approchaient et d'où venaient des cris et des lamentations. Deug et Fen s'arrêtèrent au puits avant d'entrer dans une demeure quelconque et se désaltéraient, lorsque survint une femme tout en larmes. « Pourquoi ces cris et ces pleurs ?» demanda Deug la vérité. « Hélas, dit la femme, notre reine favorite, la plus jeune des femmes du roi, est morte depuis hier. Et le roi a tant de peine qu'il veut se tuer pour aller rejoindre celle qui fut la plus aimable et la plus belle de ses épouses. Ce n'est qu'à cause de cela que l'on crie si tant ?» demanda Fen le mensonge. « Va dire au roi qu'il y a au puits un étranger qui peut ressusciter des personnes mortes, même depuis longtemps. » L'esclave s'en fut et revint un moment
après accompagné d'un vieillard qui conduisit les voyageurs dans une belle case où ils trouvaient un mouton rôti entier et 2 calebasses de couscous. Mon maître, dit le vieillard, vous envoie ceci et vous dit de vous reposer de votre long voyage. Il vous dit d'attendre, il te fera appeler bientôt. Le lendemain, on apporta aux étrangers un repas encore plus copieux, et le surlendemain de même. Mais Féin feignit d'être en colère et impatient, il dit au messager, « Allez dire à votre roi que je n'ai point de temps à perdre ici, et que je vais reprendre mon chemin s'il n'a pas besoin de moi. » Un vieillard revint, lui dit, « Le roi te demande. » Et Féin le suivit, laissant Deug la vérité dans la case. « D'abord, que veux-tu comme prix de ce que tu vas faire ?» s'enquit le roi lorsqu'il fut devant lui. « Que peux-tu m'offrir ?» répliqua Féin le mensonge. « Je te donnerai 100 choses de toutes celles que je possède dans ce pays. » « Cela ne suffit pas, estima Féin le mensonge. « Dis alors ce que tu désires toi-même, proposa le roi. « Je veux la moitié de tous tes biens. » C'est entendu, accepta le roi. Féin fit bâtir une case au-dessus de la tombe de la favorite et y entra seul, muni d'une roue. On l'entendit souffler et âner. Puis au bout d'un temps très long, il se mit à parler, d'abord doucement, ensuite à très haute voix, comme s'il se disputait avec plusieurs personnes. Enfin, il sortit de la case et s'adossa fortement à la porte. « Voilà que la chose se complique, dit-il au roi. J'ai creusé la tombe, j'ai réveillé ta femme. Mais à peine était-elle revenue à la vie et allait-elle sortir de sous terre que ton père réveillé lui aussi, l'a prise par les pieds en me disant « Laisse-la cette femme, que pourra-t-elle te donner ? Tandis que si moi je reviens au monde, je te donnerai toute la fortune de mon fils. » Il n'avait pas fini de me faire ces propositions que son père surgit à son tour et m'offrit tous les biens et la moitié de ceux de son fils. Ton grand-père fut bousculé par le grand-père de ton père qui me proposa tes biens, les biens de ton père, les biens de son fils et la moitié de sa fortune. Lui non plus n'avait pas fini de parler que son père arriva tant et si bien que tes ancêtres et les aïeux de leurs ancêtres sont maintenant à la sortie de la tombe de ta femme. Bourg, le roi, regarda ses conseillers et les notables regardaient le roi. L'étranger avait bien raison de dire que les choses se gâtaient. Bourg regarda Féin le mensonge et les vieux le regardaient. Que fallait-il faire ? Pour te tirer d'embarras, pour t'éviter d'avoir trop à choisir, dit Féin le mensonge, indique-moi seulement qui, de ta femme ou de ton père, tu veux que je fasse revenir. Ma femme, dit le roi, qui aimait plus que jamais la favorite et qui avait toujours eu peur du roi défunt dont il avait aidé des notables à précipiter la mort. Évidemment, évidemment, répliqua Féin le mensonge. Seulement voilà, c'est que ton père lui m'offre le double de ce que tu m'as promis tout à l'heure. Bourg se tourna vers ses conseillers et ses conseillers le regardaient et regardaient l'étranger. Le prix était fort. Et que servirait-il au roi de revoir sa femme la plus aimée s'il se dépouillait de tous ses biens ? Serait-il encore roi ? Féin devina la pensée du roi et celle de ses notables. À moins, dit-il, à moins que tu me donnes pour laisser ta femme où elle est actuellement, ce que tu m'avais promis pour la faire revenir. C'est assurément ce qu'il y a encore de mieux et de plus raisonnable, firent en chœur les vieux notables qui avaient contribué à la disparition du vieux roi. Qu'en dis-tu, Bourg ? Demanda Féin le mensonge. Eh bien, que mon père et le père de mon père et les pères de leur père restent où ils sont, et ma femme pareillement, dit le roi. C'est ainsi que Féin le mensonge, pour n'avoir fait revenir personne de l'autre monde, eut la moitié des biens du roi, qui d'ailleurs oublia bien vite sa favorite et prit une autre femme. J'avais perçu mon morceau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, raconte-nous du coup, c'est un conte qui vient d'où ? C'est quoi la morale exactement ? Il y a pas mal de questions qui revenaient là-dessus sur le chat. D'accord. La morale de ce conte ? Ouais, notamment, ouais. Déjà, je vais commencer par le titre, parce que le titre, c'est Mensonge et vérité. Oui. Et si vous avez remarqué, les personnages de ce conte, c'était
la personnification du Du mensonge et de la et de la vérité. vérité. Nickel. Et pour revenir un peu sur le conte, il y avait eu un accord au départ entre le mensonge et la vérité, que le jour, ce serait la vérité qui prenait les devants et qui prendrait les décisions. Et si on remarque très bien, à chaque fois que la vérité prenait les devants, le résultat était catastrophique. Il se faisait chasser du village et n'était pas du tout bien accueilli. Parce que la vérité, en l'occurrence, elle se dit tout crue. Et les hommes n'appréciaient pas véritablement la vérité. D'accord. Mais dès que le mensonge a repris le contrôle des choses, ils avaient plus de facilité à se faire accueillir dans les villages et ils avaient encore la facilité d'avoir ce qu'ils voulaient. La vraie morale de cette histoire ou de ce conte, c'est qu'il est mieux de dire un mensonge qui rassemble que de dire une vérité qui crée la discorde. D'accord. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris ça, mais c'est assez audacieux Ouais, parce que c'est pas c'est hyper important. moral. Pas pour nous, c'est pas dans notre culture, c'est pas hyper moral. Ah, Quoi. absolument. C'est fou. Ouais, je Ok. comprends parce que très souvent, quand tu lis ce conte, les gens se disent qu'il est mieux de mentir que de dire la vérité. Ouais. Mais- Oui, c'est ça, c'est le fameux dilemme. Et ça, c'est un peu une philosophie dans les villages africains, que parfois, il est mieux de garder une vérité comme secret et de ne pas l'exposer sur la place publique pour empêcher les gens de se disputer. Et il est mieux de créer un mensonge pour les rassembler et leur permettre de vivre normalement. Bon, je dirais que ça se pratique aujourd'hui, ça se pratique à grande échelle quand tu regardes les politiques. Mais même, oui, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui s'expérimente. Ouais, Mais je complètement. précise, je ne conseille à personne de dire Le les bras du mensonges voilà, tous ouais. les jours. Voilà, mentez allègrement à tout le monde. La vie sera plus cool. Merci beaucoup, Chérif, d'être passé. Merci. C'était Et chouette, belle histoire. Merci de m'avoir reçu et Ouais, bah, c'était bonne un suite de plaisir. journée. À très bientôt, ouais. Merci. Salut.